Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du cabinet Howard, le podcast engagé qui parle aux salariés en lutte pour leurs droits. Aujourd'hui, nous allons explorer une affaire marquante et un peu glaçante. Celle d'une assistante médicale qui a subi du harcèlement moral et sexuel au sein d'un cabinet médical, en plus d'un non-respect total de ses conditions de travail. Alors, pas de contrat, un salaire à temps partiel pour un travail à plein temps, des pressions pour réaliser des actes médicaux non qualifiés, on va revenir là-dessus, et un médecin qui dépasse toutes les limites. Comment a-t-elle osé se battre malgré l'absence de preuves tangibles ? Pourquoi a-t-elle refusé une offre de 150 000 €? Et comment cette affaire a-t-elle fini par prendre une tournure inattendue jusqu'à la suspension du médecin et une victoire judiciaire qui n'était pas gagnée-gagnée ? Pour en parler, je suis avec Marlon Zard, avocat spécialisé dans la défense des salariés. Restez avec nous pour découvrir les coulisses de ce combat juridique hors norme. Bonjour Marlon. Bonjour Marian. Marlon, est-ce que tu peux te présenter en une phrase ? Je suis Marlon Zard, j'ai créé le cabinet Howard en 2017. C'est un cabinet spécialisé dans la défense exclusivement des salariés. Alors commençons par une mise en contexte. Comment est-ce que cette affaire est venue à toi et qu'est-ce qui l'a rendue aussi marquante ? Est-ce qu'il y a eu des détails initiaux qui ont eu un impact sur toi ? Comme souvent, cette salariée est venue au cabinet en nous trouvant sur Internet et via les réseaux sociaux. Donc, elle a pris rendez-vous et ce qu'elle m'a raconté, Marian, c'est totalement glaçant. Et c'est une histoire qui s'étale sur plusieurs années. D'accord, alors est-ce que tu peux déjà nous faire les grandes lignes avant qu'on attaille dans le détail et le spécifique un peu glaçant comme tu décris ? Et aussi, dans quel état d'esprit elle était quand elle vous a rejoint ? En résumé, cette salariée travaillait depuis 1 an et demi chez ce docteur. Elle était assistante médicale. Et elle s'est rendue compte que ce qu'elle vivait dans le cadre de son contrat de travail n'était pas du tout normal. Elle était en grande souffrance. Elle était en dehors de tout ce que vous pouvez imaginer en termes de relations employeur-salarié. Et elle est venue perdue. Elle ne savait pas du tout quoi faire. Donc l'idée de base quand elle est venue au cabinet, ça a été d'écouter son histoire et de pouvoir l'orienter pour réussir à sortir de ce calvaire. Concrètement, elle voulait déjà rompre son contrat de travail. Elle est venue en nous racontant son histoire, donc je ne sais pas si tu veux que je te la raconte dès maintenant, mais ce qu'elle voulait à l'origine, c'était sortir de cette relation presque de pervers narcissique qui existait avec son employeur. Donc à la base, elle est juste venue pour une aide à la démission. Exactement. C'était vraiment pour ça qu'elle est venue. Et très vite, elle a changé un peu d'avis. Mais vas-y, décris-moi l'histoire en fait, on en a besoin. Concrètement, elle vient et elle nous explique que ça fait 1 an et demi qu'elle travaille chez ce docteur en tant qu'assistante médicale et qu'elle n'a pas signé de contrat de travail. Par contre, sur ses fiches de paye, elle est payée à temps partiel alors qu'elle travaille à temps plein. Alors, Elle ne je suis obligé de comprenait pas. t'interrompre. Oui. Je suis obligé de t'interrompre. Elle n'a pas signé de contrat de travail. Est-ce que c'est complètement impossible ? Est-ce que c'est illégal ? Qu'est-ce qu'il en est à ce niveau-là ? Juste cette partie-là. Il faut savoir que le contrat de travail, vous n'êtes pas obligé d'en signer un parce que vos fiches de paye, vos bulletins de salaire correspondent à votre contrat de travail. Mais ça marche quand vous êtes en CDI à temps plein. Parce qu'à temps plein, vous êtes aux 35 heures, donc il n'y a pas besoin de signer un contrat de travail. Tout est géré grâce à vos fiches de paye. En général, on vous signe un contrat de travail pour cadrer la relation contractuelle, mais il n'y a pas besoin de signer un contrat de travail quand on est à temps plein. Par contre, il y a des exceptions. Si vous êtes en CDD ou si vous êtes en contrat de travail à temps partiel, là, vous êtes obligé de signer un contrat de travail. Parce que sinon, c'est ce qu'on appelle une présomption simple de requalification de CDD en CDI ou de CDI à temps partiel en CDI à temps plein. Donc, quand cette dame arrive et qu'elle nous dit « Je n'ai pas signé de contrat de travail, je travaille à temps plein, mais je suis payé à temps partiel », déjà, banco. Moi, je sais que je peux demander l'intégralité des rappels de salaire pour obtenir la requalification de son CDI à temps partiel en CDI à temps plein. Et donc, la moitié de salaire qui lui manque. Exactement. Enfin, une moitié de salaire en plus. Ok, donc déjà, ça, c'est pas mal. Dans quel état d'esprit elle était à ce moment-là ? C'était
je sais pas comment dire, mais vraiment une personne sous emprise. Elle était, comme souvent quand on est harcelé, on a l'impression que c'est de sa faute. On se dit que c'est pas possible. Si on subit du harcèlement, c'est nécessairement de notre faute. Et il faut changer ce paradigme. Quand on est harcelé, il faut bien se dire que ce n'est pas normal dans une relation de travail d'être harcelé. Qu'est-ce qui se passait pour la faire courte, à moins de mesure, parce que je suis pas sûr qu'on puisse faire courte une histoire comme celle-là. Cette salariée, donc, travaillait à temps plein alors qu'elle était payée à temps partiel, mais ce n'est pas tout. Alors qu'elle était assistante médicale, son médecin, son employeur médecin, lui demandait de réaliser des prestations de chirurgie esthétique, alors qu'elle n'avait pas l'habilitation pour le faire. Donc c'était une énorme source de stress pour cette cliente. C'était un danger pour elle? C'était un danger parce que en réalité, c'est la responsabilité médicale du médecin qui peut être engagé, mais elle fait quand même quelque chose qui est presque illégal. On ne peut pas faire d'acte chirurgical quand on est une salariée qui n'a pas les compétences pour les réaliser. Et même par rapport aux clientes du cabinet médical, c'était très grave. Donc elle n'était jamais à l'aise pour faire cela. Mais il y a quelque chose de plus grave, quelque chose de terrible qu'elle nous a raconté. C'est que cette salariée, lorsqu'elle réalisait notamment des actes médicaux pour des patients, du coin de l'œil, elle voyait le docteur qui se masturbait. Horrible. Ou qui la harcelait sexuellement jour après jour, avec des avances, avec des pressions. Par exemple, elle pouvait sortir du cabinet et être collée contre le mur par cette personne. Et donc, c'était une salariée qui était totalement sous emprise et totalement perdue. Et quand elle est venue me voir, à l'origine, elle voulait juste démissionner. Et quand j'ai vu et quand je lui ai parlé, je lui ai dit « Madame, vous ne pouvez pas démissionner, parce que démissionner, ça voudrait dire lui donner raison. Et donc, il faut négocier un départ. » Et j'ai réussi à la convaincre, parce qu'elle était terrorisée, hein. J'ai réussi à la convaincre de se mettre en arrêt maladie, parce qu'elle était clairement en burn-out, elle était clairement en surcharge de travail, en surcharge mentale. Je lui ai conseillé de se mettre en arrêt de travail et d'envoyer une lettre d'avocat pour essayer de trouver une sortie amiable. Concrètement, dans ma lettre d'avocat, je disais des choses simples. Je disais les faits. Je disais, vous avez embauché une salariée sans contrat de travail, vous la payez à temps partiel alors qu'elle travaille à temps plein. Vous la faites réaliser des actes médicaux, des actes chirurgicaux, alors qu'elle n'a pas la possibilité de le faire. Et nous avons des faisceaux d'indices qui montrent qu'elle a été victime de harcèlement sexuel et de harcèlement moral sur son lieu de travail. Donc j'envoie cette lettre à son employeur. Normalement, qu'est-ce qui se passe quand j'envoie une telle lettre à un employeur ? L'employeur envoie une lettre d'avocat en réponse, en niant tout ce que je dis, et là s'engagent des démarches pour essayer de négocier une sortie amiable. Là, il s'est passé quelque chose de différent. L'employeur a répondu un courrier à mon cabinet. Sans passer par un avocat. Sans passer par un avocat, en nous disant tout simplement, qu'est-ce que veut ma cliente ? Qu'est-ce que veut ma cliente pour que nous sortions de ce contentieux ? Donc moi, ce que je fais, c'est que j'appelle ma cliente, je lui dis voilà, il est prêt à vous donner une sortie amiable. Vous avez 1 an et demi d'ancienneté. Quelles sont vos prétentions ? Et elle me dit j'aimerais 300 000 euros net. Je t'arrête là. C'est pas un peu beaucoup, 300 000 euros ? Alors 300 000 euros net, c'est en effet énorme. Énorme quand vous avez un salaire de référence qui est d'environ 2 500 euros brut et que vous avez 1 an et demi d'ancienneté. Typiquement, si le harcèlement est reconnu, ça sera 6 mois minimum, il n'y a pas de maximum, mais vous pouvez tabler entre 6 et 12 mois de salaire. Donc, vous n'arrivez pas aux 300 000 euros bruts. Et même avec le rappel de salaire... 45 000 euros. C'est ça. Vous êtes très très loin des 300 000 euros. Et moi, je lui dis ça. Je lui dis, écoutez, à part ce que vous me dites, j'ai pas de preuve du harcèlement sexuel,
parce qu'il n'y a pas de photo, il n'y a pas de vidéo, il n'y a que ce que vous me dites. Donc, comment vous voulez... Enfin, si je demande 300 000 euros, ça risque très fortement de tomber à l'eau, la négociation. Elle me dit, je veux 300 000 euros net. Et donc, moi, en tant qu'avocat, en tant que sa voix, je retourne vers le docteur et je lui dis, on veut 300 000 euros net. Dans ma tête, quand je fais cette proposition, c'est ce qu'on appelle un deal breaker. Je pense que la négociation va s'arrêter. Et en réalité, non. On me répond. Le docteur me répond, je suis prêt à vous donner 150 000 euros net. 150 000 euros net pour une salariée qui a 1 an et demi d'ancienneté. Et là, dans ma tête, je me dis, OK, je touche quelque chose d'extrêmement grave. Parce que si ce docteur est prêt à donner 150 000 euros net, c'est qu'il est conscient qu'il y a du harcèlement sexuel, il est conscient qu'il y a un énorme danger pour lui et pour sa profession. Et lui-même, il n'était pas accompagné. Lui-même n'était pas accompagné à ce moment-là. On répète la situation. On a quelqu'un qui est arrivé, qui est venu te voir, et qui a dit Marlon, j'aimerais juste qu'on m'aide à démissionner, être dans les clous pour ma démission. Peut-être un soutien émotionnel aussi, c'est une des tâches de l'avocat. Et au final, quand elle a compris un peu la situation, elle a demandé une somme. Techniquement, on va utiliser le jargon, je présume que c'est du jargon juridique ubuesque. Non, c'est pas du jargon juridique. Mais elle a demandé une somme ubuesque et on lui en propose quand même de lui payer la moitié parce qu'en face, lui n'est pas accompagné par un avocat. Et s'il avait été accompagné par un avocat, il n'aurait pas réagi comme ça, je présume. C'est évident que non. Il n'aurait pas réagi comme ça, mais là, j'ai sur la table une proposition qui est énorme, surtout comparativement à son salaire, à son ancienneté. Donc, moi, en tant qu'avocat, objectivement, je suis obligé de lui conseiller d'accepter. Et donc, j'arrive avec cette proposition, je lui dis « Madame, il faut que vous acceptiez parce que ça va vous sortir de là, parce que vous pouvez rebondir et parce que ça peut être vraiment un bon moyen de tourner la page. » Et elle me répond « Non, je n'accepterai pas. J'estime que mon préjudice est trop important. Je veux qu'il soit condamné. 300 000, c'était ma fourchette basse de négociation. Je n'irai pas en dessous. » Et je lui dis « Vous êtes consciente que si on va au prud'homme, on n'aura pas plus. » Et elle me dit « Je sais, mais ce que j'ai souffert, c'est trop grave. Ce que j'ai vécu est trop grave. Et je ne veux pas que d'autres personnes puissent revivre ça. Donc je le fais même pour le principe. Donc je veux aller jusqu'au bout. » Et moi, sachant que je n'ai aucune preuve du harcèlement sexuel à ce moment-là, je lui dis « Écoutez, très bien, j'irai jusqu'au bout avec vous. Mais par contre, il faut que vous alliez déposer plainte au commissariat le plus proche pour le harcèlement sexuel et moral que vous subissez. Parce que ce dépôt de plainte va permettre sans doute une enquête de police et de déterminer s'il y a eu des faits de harcèlement sexuel ou pas qui pourront nous servir dans le cadre de notre dossier prud'homal. » D'accord, mais est-ce que tu étais, j'imagine, pas très optimiste par rapport à la situation quand tu lui as fait cette recommandation, après le refus qu'elle a donné? Non, je n'étais pas optimiste, parce que je sais comment la plupart des plaintes pour harcèlement sexuel et moral se terminent. C'est souvent un classement sans suite. Sauf que là, il s'est passé quelque chose d'assez incroyable. Ma cliente va déposer plainte auprès du commissariat. Elle dépose plainte et elle revient chez elle. Elle retourne chez elle, pardon. Elle retourne chez elle, et là, elle est rappelée par le commissariat, qui lui dit « Madame, revenez, on a besoin que vous complétiez votre plainte, parce que ce n'est pas la première fois qu'il y a eu une plainte déposée contre ce docteur, relative à des faits similaires, et on a besoin que vous complétiez votre plainte. » Et là, quand elle m'appelle pour me dire ça, je me dis... On a quelque chose d'extrêmement grave et elle a peut-être eu raison de ne pas accepter ces 150 000 euros. C'est pour ça qu'il était prêt à payer 150 000 en fait. C'est parce qu'il savait qu'il était coincé à la base. Sans doute. Mais on n'a rien lâché. C'est-à-dire qu'une procédure pénale, c'est assez long et je ne pouvais pas attendre la fin de cette procédure pénale pour la sortir. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai saisi le conseil de prud'homme d'abord... Attends. Oui.
pourquoi Alors, qu'est-ce que c'est qu'une procédure pénale par rapport au prud'homme et pourquoi c'est long? On va juste faire les basiques rapidement. Le prud'homme, une audience devant le conseil de prud'homme, c'est du civil. C'est pour obtenir des dommages et intérêts relatifs aux préjudices que vous avez subis. Donc, l'idée, c'est de compenser par des dommages et intérêts, par des sommes d'argent, notamment de préjudices que vous avez subis. C'est entre le salarié et l'employeur. C'est l'employeur qui est condamné à donner des dommages et intérêts aux salariés. Le pénal, c'est une procédure publique. Vous déposez plainte, notamment pour harcèlement moral, pour harcèlement sexuel. Il va y avoir, la plupart du temps, il va y avoir une enquête des services de police qui vont décider, qui vont envoyer le résultat au procureur, qui va décider de poursuivre ou de ne pas poursuivre. Donc ça prend beaucoup plus de temps. Et il faut savoir qu'une plainte pénale, vous ne pouvez pas nécessairement vous retirer de cette plainte pénale parce que une fois que la force publique est mise en branle, même si vous dites finalement je veux retirer ma plainte, c'est peut-être trop tard. S'il y a de forts soupçons qu'il y a un délit pénal en cours, ça sera très difficile de retirer sa plainte. Au civil, vous pouvez vous retirer quand vous voulez de votre action au prud'homme. Donc c'est différent, c'est pas la même temporalité. Ok ? Donc moi je décide d'avancer dans la procédure civile avant même d'avoir le résultat pénal. Ok ? La procédure civile qui est relative à son emploi. Le pénal, c'est par rapport à tous les problèmes de harcèlement sexuel et moral. C'est ça, exactement. Donc, je saisis d'abord le conseil de prud'homme en référé. Le référé, c'est la procédure rapide, parce que je me dis, cette dame-là, ça fait longtemps qu'elle est payée à temps partiel, alors qu'elle doit être payée à temps plein. Ça fait longtemps qu'on la paye en dessous du minimum qu'on devait la payer, des minima conventionnels. Et donc, ce que je fais, c'est très simple, je saisis le conseil de prud'homme en référé et je dis, je demande à la justice française de juger rapidement ce dossier pour qu'elle récupère l'intégralité de son salaire sur l'année et demie où elle a travaillé à temps partiel alors qu'elle était à temps plein et qu'on réévalue son salaire par rapport à l'emploi réel qu'elle effectuait. Donc voilà ce que je fais. Je saisis d'abord tout simplement en référé. Donc l'audience de référé, la force de cette audience, c'est que c'est une procédure rapide. En 2-3 mois, j'ai mon audience, je plaide le dossier et on récupère environ, si je me rappelle bien, 10-12 000 euros de rappel de salaire pendant cette période alors qu'elle était payée à temps partiel alors qu'elle aurait dû être payée à temps plein. Donc on a gain de cause à ce niveau-là. Donc ça, gain de cause, 12 000 euros par rapport aux 150 000 euros qui étaient offerts, c'est pas exactement une grande victoire pour elle, même si on a pu lever un lièvre et voir que d'autres personnes avaient porté plainte contre ce docteur. Oui, mais là on parle que de rappel de salaire, parce qu'on va aller plus loin. Cette dame qui avait vraiment envie d'aller jusqu'au bout nous a mandaté pour faire une plainte à l'ordre des médecins. On rédige donc une plainte à l'ordre des médecins où on explique les faits, tous les faits, le harcèlement sexuel, le harcèlement moral, le fait qu'il a déclaré à temps partiel en la payant qu'il a déclaré à temps partiel et qu'il a payé à temps partiel pour un emploi à temps plein, etc., etc. On dépose notre plainte à l'ordre des médecins. Et que se passe-t-il ? Une fois qu'on a déposé notre plainte à l'ordre des médecins, il fait quelque chose qui est énorme, que je n'ai jamais vu faire et qu'il n'aurait jamais fait s'il était accompagné par un avocat à ce moment-là. Qu'est-ce que fait ce docteur ? Il décide de convoquer ma cliente qui est à ce moment-là en arrêt de travail. Il la convoque et il décide de la licencier pour faute grave. Et la faute grave qu'il invoque, elle est toute simple. C'est « Vous avez déposé plainte contre moi à l'ordre des médecins. Je vous licencie donc pour faute grave. » Quand je vois cette cause de licenciement, je me dis « Ah oui, c'est énorme. C'est énorme. » Mais c'est énorme comme erreur. Même... Bon, c'est peut-être parce que je suis tes vidéos un petit peu sur les réseaux sociaux, mais pour moi, c'est une erreur absolument énorme. Et j'ai vraiment l'impression que même ChatGPT ne te ferait pas faire une erreur pareille. Il faut vraiment partir du principe que moi, je connais le droit, je l'ai dans ma tête, ça doit être à peu près comme ça, c'est bon, ça va passer. Il faut vraiment partir du principe qu'on sait tout, quoi. Il faut avoir une certaine forme de mentalité pour être capable de faire ce genre de choses. Parce que c'est une super erreur. En fait, quand on licencie une salariée et que la cause du licenciement invoqué, c'est
vous avez usé de votre droit fondamental d'ester en justice et de votre liberté d'expression, parce que c'est ça, c'est qu'en fait, je te licencie parce que tu as décidé de porter plainte contre moi à l'ordre des médecins, Mhm. bah, c'est ce qu'on appelle une atteinte à un des droits fondamentaux du salarié. La liberté d'expression, le droit d'ester en justice. Et donc concrètement, on tombe sur la nullité du licenciement. Ça veut dire qu'à ce moment-là, j'avais un dossier où je n'avais même pas besoin de prouver le harcèlement moral et le harcèlement sexuel. J'avais de base, je savais que j'avais, en contestant le licenciement, les 6 mois de salaire minimum et pas de maximum de dommages et intérêts parce qu'il avait porté atteinte en la licenciant à un des droits fondamentaux de ma cliente. Donc je savais que j'étais dans un fauteuil à ce moment-là. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, ok, 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 là j'ai gagné 10 000 euros, ok, c'est pas énorme, mais c'est juste du référé, c'est pour obtenir un petit rappel de salaire. Mais maintenant, je peux attaquer dans la procédure longue au Conseil de prud'homme pour contester le licenciement de ma cliente et je suis dans un fauteuil. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait. J'ai attaqué devant le Conseil de prud'homme l'employeur de ma cliente en demandant des dommages et intérêts pour la nullité du licenciement. Donc je demandais harcèlement sexuel, harcèlement moral, atteinte à une des libertés fondamentales. Je demandais aussi la confirmation des rappels de salaire que j'avais obtenus en référé. Et je demandais aussi la condamnation de l'employeur à des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation qu'a tout employeur de santé et sécurité vis-à-vis de son salarié. Et aussi, je demandais pas alternativement, mais cumulativement, une indemnité forfaitaire de 6 mois de salaire pour travail dissimulé. Ok ? Donc, j'avais des demandes qui étaient pas encore à 150 000 euros, mais qui se rapprochaient des 120 130 000 euros. Donc, on va plaider au prud'homme. Donc, ça prend à peu près un an et demi. On plaide au prud'homme et on gagne tout ce qu'on a demandé au prud'homme. Donc, on gagne harcèlement moral, harcèlement sexuel, nullité du licenciement pour une atteinte à un des droits fondamentaux du salarié, rappel de salaire, travail dissimulé. Et une fois que les sommes avaient été réévaluées par le Conseil de prud'homme, on était plus autour de 92 93 000 euros, en plus des 10 ou 12 000 euros qu'elle avait déjà gagnés en référé. Sans compter que c'est pas gagné-gagné. Enfin, il me semble que tu m'avais dit que au moins l'un de ces jugements était très très difficile à obtenir. Alors, je suis désolé. Bah, dès que tu vas sur la nullité du licenciement, normalement, c'est très difficile à obtenir. Parce que le licenciement, il faut savoir que quand tu contestes ton licenciement, tu vas aller sur la nullité du licenciement pour éviter d'être barémisé par le barème Macron que vous connaissez, c'est-à-dire que maintenant, quand tu es sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas de nullité de licenciement, concrètement, tu t'es barémisé. Donc, il y aura une somme que tu ne pourras pas dépasser. Donc, l'idée, quand tu es avocat et qu'il y a des causes de nullité de licenciement, c'est vraiment de maximiser tout sur les nullités de licenciement pour ne pas avoir de maximum et avoir le minimum de 6 mois de salaire. Et ça, en général, c'est difficile à obtenir dans des dossiers, mais avec la dinguerie qu'avait fait le docteur, j'étais quasiment assuré d'avoir cette nullité du licenciement. Là où je n'étais pas assuré de gagner, c'était notamment sur le harcèlement sexuel. Parce qu'on n'avait pas de preuves à ce moment-là de harcèlement sexuel. On avait juste la plainte pénale que ma cliente avait déposée et qu'on a utilisée comme pièce. Donc, je n'étais pas sûr de gagner le harcèlement sexuel. Par contre, j'étais quasi sûr de pouvoir lui obtenir des dommages et intérêts pour nullité du licenciement. Et ce qu'on a fait, donc on a obtenu gain de cause. Et ce qui est énorme, c'est qu'on a obtenu gain de cause avec une exécution provisoire. Ça veut dire que même si la partie adverse faisait appel, il devait payer les sommes à titre provisoire, malgré l'appel. Donc le docteur a été condamné à payer, même s'il interjetait appel. Mmh. On a pu obtenir les 96 000 euros directement. Et mieux que ça, il a été condamné à remettre les documents de fin de contrat à ma cliente régularisée sous astreinte de 10 euros par jour de retard. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le jugement a été rendu,
tant que le docteur ne remettait pas les documents de fin de contrat conformes au jugement qu'on a obtenu, eh ben, ma cliente cumulait 10 euros, puis le jour d'après 10 euros, puis le jour d'après 10 euros. C'est pas énorme, mais en réalité, sur 365 jours, ça fait 3650, enfin, il y a combien 3650 euros, pardon. Mais ça veut dire que là, tu es en train de nous avouer que directement que le médecin n'a pas fait les papiers, en fait. Le médecin a continué à pas faire les papiers. Et concrètement, j'ai eu une audience il y a 1 an où j'ai fait liquider l'astreinte. Et donc, j'ai récupéré les 3650 euros. Là, il y a encore 2 semaines, comme il avait continué à se borner à ne pas payer, à ne pas remettre les documents de fin de contrat, j'ai liquidé l'astreinte une 2e fois et j'ai obtenu encore 3650 euros. Et en fait, tous les jours, elle gagne 10 euros, elle gagne 10 euros, elle gagne 10 euros. Donc concrètement, ça a été... on n'est toujours pas aux 150 000 euros du docteur, mais on s'en rapproche et on a des grosses condamnations contre ce docteur. Mais c'est pas tout, parce qu'entre-temps, l'ordre des médecins a rendu sa décision. Et le J'allais te poser la question. Et oui, le docteur a été condamné à 4 mois. Il a été interdit d'exercice pendant 4 mois. Donc, concrètement, le préjudice de ce docteur, il est bien plus important que les 300 000 euros qu'elle demandait, puisque pendant 4 mois, il n'a même pas pu réaliser son activité. Donc, rien que par cette interdiction, ma cliente était heureuse. Même si on avait eu juste cette interdiction et les 10 000 euros, elle se disait « Ok, pendant 4 mois, ce docteur va arrêter de nuire. » Et donc, elle était contente de ça. Donc maintenant, je n'avais pas envie de m'arrêter là. Je savais qu'il y avait d'autres actions qu'on pouvait faire pour que cette femme ait une réparation intégrale de son préjudice. Déjà, vous vous rappelez, au tout début, elle n'était pas en arrêt de travail, je lui avais dit de se mettre en arrêt de travail pour se protéger, jusqu'à ce qu'il décide de la licencier, etc. Quand elle s'est mise en arrêt de travail, je lui ai demandé de faire reconnaître son arrêt de travail pour syndrome anxio-dépressif réactionnel en maladie professionnelle. Et donc en gros, je voulais faire reconnaître son burn-out comme une maladie professionnelle, de dire que son arrêt de travail était lié exclusivement à son travail. Et donc, elle a fait cette demande de reconnaissance de maladie professionnelle et ma cliente a eu gain de cause. Elle a été reconnue comme étant en maladie professionnelle. Donc, bingo, là, elle a aussi la preuve que sa maladie est liée exclusivement à son travail. Déjà, ça lui permet d'avoir le remboursement intégral de ses frais de santé, mais aussi, ça lui permet surtout de pouvoir engager ensuite, une fois que sa maladie professionnelle va être consolidée, c'est-à-dire qu'une fois qu'elle ne sera plus en arrêt de travail et qu'en fait ses arrêts de travail vont s'arrêter, il va y avoir une enquête de la CPAM, donc l'assurance maladie, qui va enquêter et qui va faire un entretien avec ma cliente pour déterminer ce qu'on appelle un taux d'incapacité. Et donc, la CPAM a déterminé, après les arrêts de travail de ma cliente, un taux d'incapacité, ce qui lui a permis d'avoir une rémunération supplémentaire, puisqu'ensuite, ce taux d'incapacité lui permet d'avoir une rente qui tombe tous les mois. Et ça permet aussi à ma cliente, une fois qu'elle est consolidée et qu'elle touche sa rente, de demander ce qu'on appelle une reconnaissance de maladie, enfin une reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur. En gros, c'est de dire, l'assurance maladie, regardez, ma cliente s'est plainte de ses conditions de travail, l'employeur n'a pas agi pour la protéger, il était au courant que ça pouvait dégringoler et ça a dégringolé de sa faute, donc c'est une faute inexcusable de l'employeur. Et la faute inexcusable de l'employeur permet à ma cliente d'avoir une majoration de la rente et permet aussi à ce qu'un expert soit nommé et qu'il évalue tout le préjudice de ma cliente, c'est-à-dire préjudice de santé, préjudice financier, préjudice d'agrément, tous les types de préjudices vont être déterminés par un expert et ma cliente va se faire payer en plus des dommages et intérêts suite à cette faute inexcusable. Donc là, c'est un dossier sur lequel on est en cours.
On n'a pas encore le résultat de la faute inexcusable, mais on est en cours de résultat. Et si, par contre, on obtient gain de cause sur la faute inexcusable, avec la majoration de la rente et avec aussi les dommages et intérêts, elle pourra gagner, je pense, presque plus que ce qu'elle voulait initialement, c'est-à-dire une somme entre 150 000 et 300 000 euros net. Voilà, donc c'est un combat qu'on continue à mener, qui n'est pas arrivé à son terme, mais ça prouve aussi que quand on se bat, quand stratégiquement on est bon, ben, la justice se crée toujours un chemin. Parce qu'en fait, là, on n'est pas face à un procès. On a plein de petits procès qui sont organisés et structurés de manière stratégique. Il y a le procès sur le harcèlement sexuel qui est hors tout ce qui est prud'homme et professionnel, qui a toujours pas été terminé, qui est là pour punir le médecin en tant que personne. Et là, tout le reste tous les autres procès, tu les as orchestrés de manière stratégique pour pouvoir maximiser à chaque étape les gains qu'elle pouvait faire, sachant qu'on partait d'une personne, je le répète, qui venait juste pour démissionner. Exactement. C'est exactement ça. C'est au fil des procès, lui faire... En fait, on a une mission qui est presque catharsique. C'est-à-dire que au fur et à mesure des procès, au fur et à mesure des résultats qu'on obtenait, la cliente que j'ai vue le premier jour dans mon cabinet il y a 4 ans n'est plus du tout la cliente à qui je parle maintenant. Maintenant, c'est une femme épanouie, c'est une femme qui est heureuse, c'est une femme qui a eu gain de cause à quasiment tous ses procès, on a encore des procès en cours, et qui a pu faire valoir ses droits et qui a pu punir une personne qui l'a fait réellement, mais réellement souffrir comme on ne devrait pas souffrir en France dans un état de droit. Bah, rien que par rapport aux étapes que tu as décrites, on comprend qu'elle a changé d'attitude. Elle n'a pas dû être sereine et épanouie tout de suite. Quand elle en était à demander « Non, moi je veux 300 000 ou rien », sachant que c'était pas la stratégie à faire, hein, c'est pas parce qu'elle l'a fait et que vous avez réussi à faire quelque chose d'énorme avec que c'est une stratégie à suivre, si j'ai bien compris, mais elle en voulait, elle avait vraiment, on va dire, elle avait la haine. Mais à partir du moment où tu es honnête sur les chances de succès, sur ce que le client pourra gagner ou pas dans une procédure, et qu'elle en a conscience, après, si tu fais des miracles en tant qu'avocate, tant mieux. Là, je pense que notre miracle est venu aussi du fait que cet employeur a fait une dinguerie en la licenciant pour cette raison-là, ce qui nous a permis en fait de tout dérouler. Et on l'a aussi mis dans ses retranchements. Grâce à nos différentes actions, grâce à nos différents courriers, on l'a poussé à réaliser ses fautes. Mais nous, à partir du moment où on est honnête avec la cliente et qu'on lui dit, voilà, vous n'avez pas un dossier à 300 000, vous n'avez pas un dossier à 150 000, vous avez un dossier à moins, mais on va se battre jusqu'au bout et on va faire en sorte de vous obtenir le plus possible. Et qu'elle est d'accord et que vous faites équipe avec la cliente, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. En fait, pour moi, ce qui fait perdre un dossier et ce qui fait qu'on rompt la confiance client-avocat, c'est l'asymétrie d'information. Pour moi, ce qui fait gagner un dossier, c'est d'être totalement transparent. Et ça a été toujours ma façon de fonctionner. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a réussi dans ce dossier. C'est que depuis le début, on lui dit « Madame, votre dossier, voilà, ça va être un combat, ça va être une guerre, ça va être même plusieurs batailles. On va en gagner au maximum. On a des chances de perdre, des chances de succès, mais on va tout faire pour gagner. Mais on va se battre, on va faire équipe. On aura besoin de vous, vous aurez besoin de nous. Si on se fait confiance, ça va marcher. » Et c'est comme ça qu'en général, on réussit. Je pense en tout cas en étant avocat et quand on est un client, en étant bien accompagné. Alors, ça m'amène à la question par rapport à ce type de situation. Si on prend un peu de recul, est-ce qu'on peut voir quelque chose de systémique par exemple, déjà, est-ce que cette affaire peut avoir des répercussions plus larges dans le secteur médical, d'une manière générale, ou
peut-être même pas du tout, mais est-ce que dans ce cas-là, on peut pas se dire qu'il y a quelque chose... Est-ce qu'il n'y a pas un pattern déjà ? Parce que c'est quand même des situations, on entend souvent parler des chirurgiens qui ont cette mentalité de « je suis Dieu le Père », et qui pourraient se sentir un peu au-dessus de tout. Et c'est clairement ce qui est arrivé à ce médecin dans son cabinet. Bah, je peux pas te donner plus raison, Marian. C'est que en réalité, vous savez, vous avez des professions, notamment, c'est souvent le cas dans les professions libérales, sont des personnes qui n'ont pas nécessairement été formées au management, qui gagnent des sommes d'argent phénoménales et qui estiment justement qu'ils sont Dieu le Père, que tout leur est dû et qu'ils n'ont pas de devoir en retour. Et en réalité, ça se passe souvent dans les professions libérales, ça peut être le cas au sein des cabinets d'avocats, au sein des cabinets médicaux, voilà, tu l'as dit, les chirurgiens, etc. Eh ben, oui, c'est un pattern qui se répète. J'ai énormément d'assistantes qui sont en souffrance, parce qu'on estime que le droit du travail ne s'applique pas à elles, ou à eux si ce sont des hommes, mais en tout cas, alors qu'en réalité, le droit du travail s'applique à tout le monde. Et c'est ça qui est terrible. Et je pense, il ne faut pas avoir peur, il faut agir. Quand on est en souffrance, quand on a l'impression qu'on est dans une relation comme ça, d'infériorité, mais terrible, parce que quand on est face à quelqu'un qui se prend pour Dieu, qui pense que tout lui est dû et qu'on ne lui doit rien, excuse-moi, que tout lui est dû et qu'il n'a aucun devoir, quand il pense que aucune règle ne s'applique à lui, bah, on peut très vite déborder et assister aux pires scènes. Enfin, là, j'étais encore au Prud'homme il y a une semaine, on avait enregistré un entretien préalable de licenciement. C'était dans un cabinet dentaire, et des dentistes qui disent à la salariée lors de son entretien préalable de licenciement, elle me casse les couilles celle-là, excusez-moi du terme, mais c'est les termes qui ont été employés. Elle me casse les couilles celle-là, qu'elle retourne dans sa niche. Enfin, concrètement, si on est dans une relation de travail apaisée, dans une relation de travail normale, dans une société normale, on ne parle pas comme ça à son salarié. À aucun moment Parce on parle que, comme ça. en effet, il y a un lien de subordination, il y a un supérieur hiérarchique et il y a un salarié, mais il y a des règles qui s'appliquent et le droit du travail, il est là pour rééquilibrer ce déséquilibre qui existe entre un employeur et un salarié. Je comprends. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à un salarié, parce que là on reprend vraiment le côté salarié, qui vit une situation similaire, mais qui n'ose pas agir, par quoi on commence ? Faire des écrits. Dès que le salarié est en souffrance, dès qu'il le remarque qu'on l'insulte, il vit une souffrance terrible à son travail, qu'il fasse des écrits à ses RH, avec son manager en copie, ou à son manager en copie à son manager, avec les RH en copie. En fait, qu'il explique que ce qui vient de se passer, ce n'est pas conforme à ce qui devrait se passer dans une relation de travail. Qu'il n'hésite pas à se plaindre aussi auprès de la médecine du travail, auprès de l'inspection du travail, auprès du CSE, mais qu'il garde tous ses écrits. Et maintenant, depuis récemment, il faut savoir aussi que le salarié a le droit, si c'est le seul moyen pour prouver le harcèlement moral, ou même le harcèlement sexuel, d'enregistrer à son insu l'employeur. Donc, qu'il n'hésite pas, quand il se rend compte que quelque chose d'énorme est en train de se passer, qu'on l'insulte qu'on l'insulte terriblement, qu'on parle de ses origines, de sa religion, etc., de sa couleur de peau, qu'on le discrimine comme cela, qu'il n'hésite pas à enregistrer. Ah, mais c'est Ça, énorme, avant, on ne ça. pouvait pas le faire. Maintenant, je conseille de plus en plus de le faire. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est, quoi qu'il arrive, des écrits. Des écrits, c'est votre preuve, c'est votre moyen de rédemption, votre moyen pour faire entendre votre droit devant les prud'hommes. Parce que sans écrit, vous avez beau avoir le meilleur avocat du monde, ça va être compliqué. Ça va être parole contre parole. D'accord, cette affaire montre qu'il est manifestement possible d'obtenir justice, même quand on ne pense pas avoir de preuves.
parce que là, tu as réussi, sur la base des erreurs de la partie adverse, à générer des preuves les unes après les autres, et puis aussi parce que vous n'étiez pas au courant, mais il y avait eu toutes ces plaintes qui avaient été déposées contre le médecin. Même quand on n'a pas de preuves initialement, de toute façon, se faire conseiller, ça permet de savoir dans quelle direction aller, et notamment le premier conseil, donc des écrits. Exactement, Marian, c'est ça. Écoute, merci beaucoup Marlon. Merci à toi. Et voilà, c'était un épisode instructif, pour le moins, du podcast du cabinet Howard. Alors, un immense merci à Marlon Zard. Cette affaire nous rappelle une chose essentielle. Les abus doivent être dénoncés et il existe des solutions même quand tout semble perdu. Il peut y avoir un certain nombre d'étapes, mais au final, on peut gagner. Si cet épisode vous a interpellé, partagez-le autour de vous. Et si vous êtes confronté à une situation difficile au travail, sachez que des professionnels peuvent vous accompagner dans votre combat. Abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains épisodes et continuez à découvrir les batailles qui font évoluer le droit du travail. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour une nouvelle histoire de justice et de résilience.